Nous sommes le jeudi 28 octobre 2021 et vous écoutez le 5e épisode de la 3e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on s'intéresse au flou, au bokeh, au flou artistique, à la profondeur de champ avec le professeur d'université Pascal Martin qui est le responsable du laboratoire d'optique appliquée à l'École nationale supérieure Louis Lumière. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photo-vidéo d'occasion. C'est parti pour cette 5e épisode de la 3e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Je suis toujours avec toi, Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu aujourd'hui, Benjamin ? Eh ben ça va Arthur, hein, j'ai sorti le petit calepin, le stylo, de retour sur les bancs de la fac. Tiens, je me disais, à une semaine près, on aurait pu parler des photos floues du débarquement de Capa, tiens. On aurait pu faire un mix des deux émissions. C'est vrai, on aurait pu faire ça. Alors la semaine dernière, on a parlé de photos de guerre. Cette semaine, on va faire une émission un peu plus pédagogique sur la notion de profondeur de champ. On va essayer de bien comprendre tout ça. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir à nos micros donc Pascal Martin. Alors si tu permets, Pascal, je vais te présenter. Alors Pascal, tu es ce que l'on appelle un enseignant-chercheur. Tu es le responsable du laboratoire d'optique appliquée dans la prestigieuse école supérieure l'ENS Louis Lumière, dans laquelle tu enseignes l'optique pour les filières photo et ciné. Tu interviens également à la FEMIS. Dans le cadre d'un projet de recherche avec l'université Paris 8, tu as mené la conception du flunetoscope, un dispositif qui permet d'apprécier et de quantifier le flou sur une image pour que les chefs opérateurs soient capables d'anticiper les rendus en combinant par exemple une optique vintage avec les caméras de cinéma Ultra HD. Bonjour à toi Pascal, comment vas-tu ? Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, je suis ravi d'être parmi vous. J'enseigne à Louis Lumière depuis un long moment, un très très long moment déjà, et j'ai eu le plaisir d'ailleurs de t'avoir comme Et voilà, parce que pour la petite histoire, donc j'ai suivi cette formation photo à Louis Lumière et Pascal était mon professeur d'optique appliquée. Voilà, les présentations sont faites, je vous propose qu'on commence l'émission tout de suite avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony sort la 4e génération de son hybride star, le Alpha 7. DxOLab fait évoluer son film pack et DJI lance une nouvelle Action Cam. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony renouvelle en une 4e génération son boîtier photo vidéo hybride star avec le nouveau Sony Alpha 7 IV. Au programme, on retrouve un nouveau capteur 24-36 mm de 33 millions de pixels rétro-éclairé associé au double processeur d'image Bi11 XR capable d'aligner 10 images par seconde en rafale et de délivrer des séquences vidéo en 4K 60p 422 10 bits. L'appareil est capable de monter en photo jusqu'à 204 800 ISO et serait en mesure de proposer une dynamique de 15 IL. Il dispose d'un système autofocus hybride de 759 points couvrant 94% de la surface du capteur et sensible jusqu'à -4 IL. Ce système est dopé à l'intelligence artificielle et on retrouve toutes les technologies de détection et de prédiction des mouvements du sujet pour garantir une mise au point précise et rapide. Il est toujours équipé d'une stabilisation mécanique 5 axes pouvant compenser jusqu'à 5,5 IL. Côté vidéo, on retrouve un mode 4K 30p qui exploite toute la surface du capteur et sa définition, un mode de 4K 60p en format Super 35 mm et un mode Full HD 120p pour les ralentis. On retrouve le 422 10 bits en interne, le S-Log 3 et les courbes S-Cinetone. On retrouve également une nouvelle fonction de compensation du focus breathing et un mode de diffusion live en 4K 15 images par seconde ou Full HD 60 images par seconde pour faire du stream. D'un point de vue ergonomique maintenant, l'Alpha 7 IV intègre un nouvel écran totalement orientable et un nouveau viseur électronique OLED de 3,68 millions de pixels à 120 Hz. Il fonctionne avec un double slot carte mémoire SD UHS 2 et CF Express type A. Il intègre aussi désormais le Wi-Fi 5 GHz pour des transferts sans fil encore plus rapides. Le Sony Alpha 7 IV sera disponible en décembre et proposé au prix de 2 799 €, boîtier nu.
DxO fait passer son film pack, un logiciel conçu pour simuler en numérique les rendus des pellicules argentiques en version 6. Cette mouture intègre naturellement plus de films argentiques simulés, 15 nouveaux pour un total de 84, dont par exemple Impossible PX600 Silvershade ou encore l'Ektachrome Infrared EIR. L'éditeur offre aussi un très intéressant mode Time Machine qui permet de retracer l'histoire de la photographie avec des explications détaillées et les simulations de rendus de procédés de l'époque. DxO Film Pack est proposé en version Elite au prix de 110 €. Le logiciel est également proposé en version Essential au prix de 55 € et en bundle avec le logiciel Photolab au prix de 260 €. Après le lancement très remarqué de leur concept de caméra gimbal modulaire destinée aux professionnels, la Ronin 4D, DJI annonce aujourd'hui une nouvelle Action Cam compacte totalement repensée. l'Action 2 est une petite caméra carrée de 4 cm de côté qui pèse moins de 60 grammes. Elle exploite un capteur CMOS 1 sur 1,7 pouces de 12 millions de pixels associé à une optique ultra grand angle 155 degrés avec une ouverture de f2.8. Elle permet de filmer jusqu'au 4K 60p et 120p, intègre la technologie de stabilisation numérique Rocket Star et Horizon Steady, dispose d'une mémoire interne de 32 Go et d'une autonomie de 50 minutes. Elle est naturellement étanche à 10 mètres. L'Action 2 est une caméra modulaire. Il est possible par exemple de lui adjoindre un module écran de contrôle qui fait office de seconde batterie et offre une prise USB, 3 micros supplémentaires et un emplacement carte mémoire. La DJI Action 2 est disponible et proposée au prix de 399 €, un pack avec le module écran de contrôle est pour sa part proposé au prix de 519 €. Bon, évidemment, Benjamin, l'actu, c'est ce Sony Alpha 7 Mark IV. Oui, bon, il y avait eu des petites fuites. Pour qui est un peu curieux regarde les sites consacrés, Sony Alpha Rumors notamment. J'ai eu la chance de l'avoir un petit peu, moi, le boîtier, en amont de l'annonce. C'est plus que sympathique. Voilà, bon, Sony, ils arrondissent un petit peu, ils polissent ce qu'ils savent faire. C'est déjà la 4e génération d'Alpha 7. Ils ont mis un écran orientable dans toutes les directions, comme l'Alpha 7S3, les processeurs des A7S3 A1. En fait, c'est plus un petit boîtier pro, un petit Alpha 1, qu'un vrai successeur de l'Alpha 7 III. D'ailleurs, d'où le prix. Et puis, il reste au catalogue, l'Alpha 7 III, si j'ai bien compris. Il reste au catalogue, donc on a des nouveaux menus, etc. Et surtout, je trouve, un capteur de 33 millions de pixels, c'est intéressant, ça paraît équilibré. Entre 24, entre 60 le maximum. On en parlait sur l'émission des capteurs. Un des internautes nous posait la question, quel serait le capteur idéal ? Je me souviens, j'avais répondu la trentaine de millions de pixels. Voilà, comme le 5D Mark IV, je trouve que c'est des boîtiers qui permettent de tout faire à peu près sans trop charger les cartes mémoire, les disques durs. Sur le papier, c'est pas mal. Et pour la petite anecdote, je l'ai testé avec le 135 mm 1.8 de Sony que j'ai eu la chance que je connaissais pas. Et qui, je crois qu'il y a une optique, mais sensationnelle. Ouais, c'est la 2e fois que t'en parles. Je pense que ça va faire partie de ton top score quand on va faire notre guide d'achat optique de fin d'année. Ah ouais, franchement, c'est remarquable. Pascal, toi, t'as déjà un peu utilisé ces boîtiers hybrides Sony ? Non, très peu. Très peu ? Je commence un peu pour faire des plans un peu ciné, là. Et surtout pour tester des optiques ciné. Parce que grâce à la monture E, ça permet, avec un adaptateur, un Metabone, pour ne pas le citer, ça permet d'utiliser des montures PL. Ok. Donc voilà, donc je l'utilise pour ça, mais non, moi j'étais plutôt resté sur initialement Canon et ensuite plutôt Nikon pour parler de ces marques-là. Mais bon, l'optique dont tu parles, là une optique 135 1.8, c'est une très très belle performance. Parce que ça veut dire qu'il faut énormément corriger les aberrations, qui sont des défauts, qu'on appelle des aberrations d'ouverture. Et bon, d'ailleurs, tu sais s'il y a des lentilles asphériques dedans Ouais. Ah bah oui. Parce que j'imagine, certainement double de face. Benjamin, j'ai cru comprendre que Olympus/OM Digital Solutions allait encore changer de nom. Ils reprennent un nom qui est connu de ceux qui ont connu les années 70 peut-être, puisque de OM Digital Solutions, donc c'est l'entité qui a été choisie après que la division Image a été rachetée par le fonds d'investissement japonais JPI en début d'année, ils vont s'appeler OM System. Donc Olympus Maitani, du nom du célèbre ingénieur maison System. Voilà. Donc rien de vraiment décapant sous le soleil, mais au moins c'est une entité qui est claire, peut-être un peu plus courte et plus symbolique que OM Digital Solutions. Et surtout, ils annoncent le développement d'un boîtier, donc on n'en sait pas plus. Est-ce que ce sera un PEN, un OMD, mais un boîtier arrive. Donc
pour ceux qui étaient sceptiques quant à l'avenir, au devenir de la branche image d'Olympus, il semble y avoir un avenir à très court terme. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres actualités cette semaine que tu as repérées, que tu voudrais qu'on aborde ici ? Sony qui sort, encore Sony, ils font feu de tout bois là, ils ont sorti, alors au moment où on enregistrait l'émission, le communiqué est apparu, un smartphone Xperia Pro 1 avec un capteur 1 pouce, celui du RX107, un capteur 1 pouce, détection de phase, un prix ultra salé de 1800 €, mais ça craint pour la gamme RX, la gamme des compacts Expert RX, je pense. Est-ce que le compact Expert va renaître de ses cendres au travers d'un smartphone ? Ça dépend, il y a des marques. C'est un peu la tendance. Il y a des marques qui vont pas. Ça dépend. Les compacts Expert APS-C à focal fixe chez Fuji, les X100 chez Ricoh, les GR, je pense qu'ils ont leur public. Mais c'est des secteurs de niche, mais ils ont leurs utilisateurs, dont je fais partie, pour les deux. En revanche, tout ce qui est 1 pouce chez Canon avec les PowerShot G et Sony, les RX Bridge et compact compris, ce genre d'annonce, ça sent un peu le sapin, quoi. De toute façon, à chaque fois qu'on parle d'un smartphone qui utilise un capteur de 1 pouce, moi je dis allô, vous n'êtes pas les premiers. Le Lumix CM1, le Lumix CM1 Panasonic a fait une merveille en 2014 avec cet appareil qui n'a pas eu de successeur malheureusement. Avec un petit 28 mm de 8. Mais qui reste gravé dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. Ah oui. Bon, voilà pour l'actu. On passe à la suite. C'est le moment de ta story, Benjamin, ta story hebdomadaire. Alors cette semaine, tu vas nous parler d'un jeu, un jeu de société. La story de Benjamin vous est présentée par Sigma. Combiner, c'est gagner. Ainsi pourrait-on résumer le concept du mémo de la photo, jeu de société conçu par Joshua Jara, photographe trentenaire hispano-allemand. En pratique, 50 cartes, un brin plus large qu'une carte de crédit, sont présentées face cachée, ordonnées par rangée. À tour de rôle, chaque joueur en retourne 2. Si une image naît de cette association, banco, le jeu ramasse la paire. Dans le cas contraire, elles sont remises à leur place et la partie se poursuit. La personne qui combine le plus d'images rafle la mise. Cette espèce de semi-blind test laisse sa chance à tout le monde, peu importe le niveau de culture G en photo. Les plus aguerris reconnaîtront la plupart des 25 compositions signées Ansel Adams, Steve McCurry, Viviane Meyer, Gary Winogrand ou encore Cindy Sherman. Un casting de luxe, voulu par l'auteur, qui a laissé le soin à l'éditeur de gérer les droits à l'image. I wanted to include photographers who Je voulais que le projet intègre des photographes qui ont marqué l'histoire du médium depuis son invention jusqu'à nos jours. Je souhaitais aussi ouvrir un spectre le plus large et varié possible pour montrer les multiples possibilités inhérentes à la photographie. Concernant les droits, c'est l'éditeur original, Lawrence King Publishing, qui les a gérés. Un copieux livret accompagne les cartes. Les 25 photos y figurent en entier, avec leurs légendes respectives, et quelques repères biographiques des auteurs, par ordre alphabétique. Une porte d'entrée ludique dans l'histoire de la photographie. Certaines personnes ont sûrement déjà vu les photos à un moment ou à un autre, comme celle de Man Ray par exemple, tandis que d'autres n'ont aucune connaissance en la matière et seront surpris, et je l'espère curieux d'en savoir plus en les découvrant. The booklet lends itself also as an introduction to the images themselves. If someone has no clue about photography and just wants to get a glimpse le livret est là pour ça, pour donner un aperçu du travail d'un artiste et de ce qui se cache derrière une image. Et pourquoi elle a marqué l'histoire de la photographie. On peut pimenter les règles du jeu en exigeant le nom du photographe, par exemple, lors de la combinaison d'une image, ou en proposant des associations inédites selon une thématique établie en amont. Les textes sont bien traduits en français, mais une future édition ou extension pourrait faire la part belle au grand nom de la photographie hexagonale. Et une fois de plus, on remercie Robert pour la voix française sur l'interview de secrétaire de Joshua. rédaction, précieux relecteur du magazine. Bon, du coup, c'est un mémo, hein, en fait.
Et c'est un mémo, c'est le jeu Memory que on peut connaître pour les enfants où il faut reconnaître des animaux. Moi, mon fils, il joue avec un mémo Flash McQueen. Ouais, voilà, ce genre de truc, quoi. Donc c'est pour tous les âges, on peut s'amuser, c'est une manière ludique un peu de découvrir des photos un petit peu iconiques, ça change des QR codes d'Instagram, c'est sympa. Et puis voilà, à l'apéro, on peut se faire une petite partie. C'est une petite idée de cadeau pour les fêtes qui change et qui nous éloigne un petit peu des écrans et fait travailler les neurones. C'est pas si mal. Bon, pourquoi pas, après tout. Moi, il y avait un jeu de société comme ça que je trouvais, alors pour le coup, un peu plus évolué que celui-là, qui avait été édité par les Rencontres d'Arles, enfin la branche un peu pédagogique des Rencontres d'Arles, qui s'appelait Pose Photoprose et qui était exceptionnellement bien conçu. Je sais pas d'ailleurs si ça existe toujours. Mais je sais pas s'il est toujours édité, mais moi je l'avais trouvé super bien. Ouais. Pascal, ça t'évoque quoi du coup ce petit jeu ? Je pense que c'est intéressant dans la mesure où ça permet peut-être à des jeunes de découvrir des images qu'ils ne connaissent pas. Donc et peut-être ouvrir justement sur ensuite voir certaines expos ou des bouquins ou d'aller chercher sur internet des compléments d'information. Et en même temps je vois qu'il y a effectivement certaines techniques donc sur une image notamment la coupe de la carte 64 donc qui correspond en fait à des images prises à une grande vitesse. Il y a à la fois des photos noir et blanc, il y a à la fois des photos couleur. Il y a des images faites sur le vif, pardon. Ça pourrait être pas mal d'imaginer peut-être dans quelques années concours d'entrée à Louis-Lumière, une petite partie de mémo. Écoute, j'y pensais parce que par exemple, tu vois là, il y a une photo avec Muybridge et la décomposition du mouvement avec le cheval. Ouais. Ça pourrait tout à fait être à quoi ça vous fait penser et puis qu'est-ce que ça a généré par la suite. Voilà. Non, c'est intéressant. Puis j'ai bien aimé l'association que tu viens de faire, Benjamin, c'est-à-dire photo et apéro. Ah bah ça fonctionne pas mal. Ça j'ai bien aimé. Alors, on n'est plus sur tous les âges. Pour un concours d'entrée à Louis-Lumière. Bon, merci Benjamin pour cette découverte et cette story. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration. On revient dans quelques instants après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les ISO ? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine ? Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur lemondedelaPhoto.com. Nous sommes toujours dans Faut pas pousser les ISO. Et alors Benjamin, cette semaine, on va se tenir à carreau car on est au studio avec le professeur d'université Pascal Martin pour une grande leçon sur le bokeh et la profondeur de champ. Alors pour commencer Pascal, est-ce que tu sais d'où vient cette notion de flou artistique, de bokeh, de flou cinématographique que l'on entend à toutes les sauces en photo et en vidéo ? Et peut-être première question, qu'est-ce qu'il y a d'artistique dans le flou ? Moi déjà je trouve que c'est un contresens. C'est un contresens, c'est une expression que je n'aime pas du tout, je la trouve même péjorative. Pour moi, la notion de flou artistique, elle vient de la peinture. Elle vient de la peinture, c'était pour représenter la profondeur. C'était surtout pour créer une forme de spatialisation, ces fameux fumento, comme on dit. Ça vient de là, mais après, la façon dont ça a été utilisé, ce qu'on en a fait, je trouve ça assez péjoratif même d'ailleurs pour la photographie. D'utiliser parce que flou artistique, il y a des flous qui sont artistiques, d'autres qui ne sont pas, et des images qui sont artistiques, d'autres qui ne sont pas. C'est faire une espèce de classification qui n'a pas de sens. Et d'ailleurs, je pense que dans le langage populaire aujourd'hui, on fait une réunion, on assiste à une réunion, on sort de la réunion, on dit alors c'était comment ? Et quand la réunion s'est pas forcément très bien passée, les gens disent en disant j'ai rien compris, c'était un vrai flou artistique. Donc, c'est vrai, pour moi il y a un côté un peu péjoratif, voilà. Et puis flou artistique, c'était ça c'est un flou artistique, ça veut dire qu'à la limite ça ne concerne que l'artiste qui a compris ce qu'il voulait dire, ou peut-être une minorité. Et l'image elle doit pas concerner une minorité, elle doit concerner une majorité. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qui finalement, même quand c'est très réussi, ça peut être élitique. Après il y a on n'aime pas. Ou alors c'est intentionnel ou pas intentionnel. En fait, c'est plus ça. Oui. C'est la notion d'intentionnalité, on a créé volontairement, voilà. Donc c'est
peut-être la signification, une des significations aujourd'hui qui a été contournée. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'emploie relativement peu. Et la notion de flou cinématographique, ça, pour le coup, ça s'emploie aussi... Ça s'emploie aussi beaucoup. D'où ça vient un peu cette tendance, cette mode, que ce soit dans la photo ou dans le cinéma, hein, finalement, de faire des images avec un bokeh très prononcé. Alors le bokeh, déjà, je crois qu'il faut peut-être en donner une définition. D'où ça vient ça, le bokeh? Définition. Pour moi, c'est un mot japonais, c'est qui caractériserait l'esthétique du flou. Mais on a déjà parlé, on a déjà en fait utilisé les images ont toujours posséder plus ou moins des flous ou d'avant-plan et d'arrière-plan. Pour moi, il y a quelque chose qui est un peu commercial et qui est arrivé avec le numérique. On a commencé à parler bokeh, voire même ça faisait des très beaux titres, ça faisait des beaux bokeh. Voilà, c'était. Alors pour la petite histoire, le mot bokeh, comme tu le dis, vient d'un mot à la base japonais, bokeh aji, et a été utilisé pour la première fois en 1997 par un confrère, Benjamin Mike Johnston, journaliste spécialisé du magazine Phototechnique, et qui s'est rentré du coup dans le langage courant juste après ça. On plaide coupable à 200% au sein de la rédaction du magazine. Est-ce que tu as inventé déjà un mot qui est rentré dans le vocabulaire des photographes? Bah écoute, ça c'est pas à moi de le dire, je ne crois pas. Je n'aurais pas cette prétention en tout cas, mais sur le terme beau bokeh ou tout ce qui tourne autour, tous les adjectifs qu'on peut adjoindre au bokeh, je crois que on verse largement là-dedans. Ouais. Ok, bon alors de toute façon quand on parle de tout ça, il y a déjà une notion qu'il faut avoir bien en tête et bien compris, c'est la notion de profondeur de champ, hein, qui permet un peu de contrôler, de modeler, de positionner ce fameux flou d'arrière-plan. Pascal, est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer simplement ce qu'est la profondeur de champ quand on parle d'image, que ce soit en photo ou en vidéo, parce que c'est la même chose dans les deux cas. C'est exactement la même chose, photo, vidéo, cinéma. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté qui s'étend de part et d'autre du plan de mise au point. Il y a un petit peu devant, enfin, on parlera peut-être des proportions un peu plus tard, il y en a devant, enfin, il y a une répartition de la netteté devant, une répartition derrière. Mais ce que je voudrais mettre en avant, c'est quelque chose auquel on pense pas. C'est-à-dire quand si tu interroges des personnes en leur disant, mais finalement, la profondeur de champ a été inventée avec la photographie. Certains pourraient te répondre oui. Profondeur de champ fait partie intégrante de la photographie, ça a été inventé pour qu'on puisse faire des images. Or, en réalité, c'est parce que la profondeur de champ optiquement existait que la photographie a pu être inventée. La profondeur de champ, c'est quoi? En fait, c'est une somme de défauts, parce que c'est un non-sens par rapport au principe de Descartes. Le principe de Descartes, c'est un principe optique qui dit que l'image d'un plan donne, par l'intermédiaire d'un système optique, un plan. Donc, imaginons par exemple que l'on veuille photographier un cube. Voilà. Bon, on va photographier un cube, on va faire la mise au point sur la partie avant du cube. Bon, donc si on fait la mise au point sur la partie avant du cube, ça veut dire que cette partie-là, la face avant, son image va se trouver dans le plan du capteur, ou anciennement dans le plan de l'émulsion, puisque de ce point de vue optique, les choses n'ont pas beaucoup changé. Et en fait, la partie arrière du cube, elle, compte tenu qu'elle était plus éloignée de nous, elle va se former avant le capteur. Et si on mettait un objet qui était un petit peu devant le cube, il se formerait, lui, derrière le capteur. Ça veut dire qu'en fait, le capteur, qu'est-ce qu'il enregistre dans ces cas-là? Il ne va pas enregistrer des points, mais il va enregistrer des taches. Donc en fait, normalement, ce sont des images floues qui se forment, déjà. Et donc ces images floues qui se forment, pourquoi effectivement on arrive à les avoir nettes? Simplement parce qu'il y a toute une somme de défauts qui vont concourir à ça. C'est-à-dire qu'on a l'optique, bien sûr, qui n'est pas parfait. On a le capteur, on a les traitements. À l'époque des émulsions, il y avait toute la chimie et toute la sensitométrie qui allait derrière avec toutes les variables traitement qui pouvaient avoir une incidence. Et puis surtout, et principalement, il y a l'œil qui n'est pas un système parfait. Et si effectivement, tous les systèmes qui concourent à la fabrication et à l'observation d'une image, c'est une de mes phrases clés, ça, était parfait, eh bien, la profondeur de champ n'existerait pas. Et si la profondeur de champ n'avait pas existé... On ne ferait pas cette émission. On ne ferait pas cette émission, mais surtout plus grave encore, on ne ferait pas de photos et on n'aurait pas fait de cinéma. Parce que ça voudrait dire que les images, ça serait l'équivalent des images scanners. Ça serait de la tomographie pleine, ce qu'on appelle dans ce cas-là. Voilà.
Est-ce que tu peux définir rapidement tomographie pleine? Tomographie pleine, c'est l'image d'un scanner. C'est-à-dire que quand tu fais le scanner, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il coupe en tranches, il te fait une tranche très fine, et puis après tu as un système qui va assembler l'ensemble de ces tranches qu'on a déplacées. Hein, on est un peu sur le principe de la photostérosynthèse lumière des années 1920, ce qui était assez génial d'ailleurs qu'il ait pensé à ça à cette époque. Reconstituer un solide dans l'espace. Donc la profondeur de champ, elle n'existe en fait que parce qu'il y a cette somme de défauts, et c'est tant mieux. Alors, justement, plutôt que de parler de bokeh, moi, il y a un terme que j'emploie. Peut-être qu'un jour, il restera, ça serait génial s'il me reste que ça de ce que j'ai pu apporter dans ce domaine, ça sera super. C'est la notion de flou net de profondeur. Et j'emploie ce terme, le flou net. C'est moins marketing, ça. Ah, c'est beaucoup moins marketing que le bokeh, ça je te l'accorde. Ils vont pas aimer, voilà. Les constructeurs. Mais flou net de profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a une transition qui se fait entre le net et le flou, entre le flou et le net. Tu parlais du flou-nétoscope tout à l'heure, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et c'est ça qui mettra en avant, et c'est ça que le flou-nétoscope permet de mettre en avant. Ça marche. Alors, bon, ce qui est bien quand même avec cette notion de profondeur de champ, quand on est photographe et qu'on est vidéaste, c'est qu'on peut un peu jouer avec. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut positionner naturellement son plan de netteté là où on veut, sur son sujet, et puis on peut influer sur la taille de cette zone de netteté dans la profondeur. C'est quoi les paramètres sur lesquels on peut jouer pour moduler cette profondeur de champ? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, si tu veux, si on veut raisonner un petit peu techniquement, et après on parlera plus d'images, mais imaginons comme un bonnet comme un bonnet de sorcier. Tu vois, une espèce de cône. On va prendre un point objet, et puis le point objet va envoyer de la lumière sous la forme d'un cône. Derrière la lentille, il y a un cône qu'on imagine inversé, c'est-à-dire que les rayons, ils vont sortir, et puis finalement, on va voir la pointe du cône qui va se former sur le capteur. Si maintenant on coupe le cône un tout petit peu en avant, on va avoir une tache. Bon, et cette tache, justement, on lui a donné un nom, c'est le diamètre du cercle de confusion. Et cette valeur de cercle de confusion, c'est une grandeur qui nous dit qu'en dessous, on peut considérer que le point sera assimilé, la tâche sera assimilée à un point, et au-dessus, on ne peut pas. Alors en fait, qu'est-ce qui va nous permettre de réduire cette espèce de bonnet, ce cône? Ça va être par exemple l'ouverture. Le principal élément, c'est l'ouverture. Quand on va fermer le diaphragme, on va diminuer donc la base du cône. Donc les rayons vont arriver en faisant un angle qui est moins important. Ça peut être la distance focale. Plus la distance focale est courte, plus le cône sera petit. Donc plus on aura de profondeur de champ. Et puis ça fait de la distance de mise au point, parce que plus la distance de mise au point sera éloignée, c'est pareil, ça va avoir une incidence sur le cône. Donc distance de mise au point éloignée, diaphragme fermé, distance focale courte, nous donne beaucoup de profondeur de champ, et à contrario, la réciproque est vraie, comme on dit en maths, c'est-à-dire que c'est l'inverse pour les autres valeurs. Alors il y a une grandeur qui dérive de tout ça, c'est la taille du capteur. Alors pour moi, c'est un faux ami parce que la taille du capteur, en fait, selon la taille du capteur, on va utiliser des focales normales différentes. Donc en réalité, c'est quand même la focale qui prévaut. Alors si j'essaye un peu de synthétiser la chose, du coup, on a trois paramètres lesquels on peut jouer. L'ouverture, la focale et la distance de mise au point. C'est tout à fait ça. Ce sont les trois principaux paramètres. Donc, effectivement, que ce soit bien sûr, beaucoup d'amateurs connaissent, beaucoup d'amateurs utilisent, et puis, évidemment, les professionnels vont les ressentent, vont évidemment utiliser ces mêmes grandeurs. Alors maintenant, il y en a d'autres qu'on oublie. Si je peux prendre 3 minutes pour les évoquer. Il y en a d'autres qu'on oublie parce que, par exemple, la qualité du capteur, la qualité de l'optique. Et c'est pour ça que je parlais du flou net de profondeur. Parce que, prenons les photographies du début du siècle dernier, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui, les photographies du début 20e siècle. Prenons les images faites par les frères Lumière en cinéma. En fait, il y a deux solutions. On peut dire il y a une grande profondeur de champ, ou alors c'est flou partout. Et finalement, on est dans ce concept-là parce que c'est bien la différence entre le net et le flou qui prévaut. Quand le numérique arrive, on dit finalement en numérique il y a moins de profondeur de champ qu'en argentique. Pas dans la première période où on a des capteurs qui sont tout petits. Mais après on dit il y a beaucoup plus de profondeur de champ en argentique qu'en numérique. C'était pas vrai, c'était pas forcément vrai à l'époque. Bon, aujourd'hui ça l'est davantage. C'est peut-être la vidéo qui a trompé, je pense. Oui, et la vidéo a trompé, et en même temps, je pense que c'est parce que le passage entre le net et le flou était plus violent. Donc visuellement, on a l'impression qu'il y a moins de profondeur de champ.
En fait, tu as des optiques. Une partie de mes recherches ont été conditionnées par des petites phrases. Et une des phrases, je veux rendre hommage à Jean-Pierre Amadache, qui travaillait chez Leica il y a très longtemps, m'avait dit un jour, je me souviens très bien, au salon de la photo, à l'heure de l'apéro, comme tu dis justement, au salon de la photo. Tu as une mauvaise réputation. Voilà, il m'avait dit, moi j'aime bien aussi, il m'avait dit, tu sais, ce qui fait la différence entre nos optiques Leica et les autres, c'est pas la qualité du net, mais c'est la qualité du flou. Voilà, en fait, c'est cette rupture quand on passe dans et le flou est beaucoup mieux défini. Donc c'est pour ça que le flou et le net, pour moi, c'est comme le chaud et le froid. C'est froid pour une personne à un moment donné, c'est chaud pour un autre moment. Eh bien, ce qu'on va considérer comme étant net pour l'un sera un petit peu mou ou pas complètement net pour un autre, ce qu'on va considérer comme légèrement flou pour être un petit peu mou. Voilà. Il y a donc une part importante de subjectivité dans tout ça. Alors, je voudrais juste compléter. En fait, si tu veux, il y a une part de subjectivité et puis il y a quelque chose de très très important, j'espère qu'on aura l'occasion d'en dire quelques mots, c'est l'éducation. C'est l'éducation visuelle. À l'éducation à l'image. Mais l'éducation à l'image. Ah bah ça, c'est intéressant que tu en parles parce que je pense que c'est un gros manque dans le... Parce qu'il y a la technique. Donc moi, bien sûr, je vais défendre la technique, c'est mon job. Mais ce que je veux quand même dire au début, c'est important, aujourd'hui, après plus de 30 ans passés à l'eau et lumière, c'est que ce qui est aussi important, il faut parler de la technique pour faire des images. Et on dit il faut maîtriser la technique pour lui tordre le cou. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous on essaie de mettre bien systématiquement en avant. On en a parlé la semaine dernière avec un sujet qui a été manipulé de toutes pièces et présenté à un public même érudit et qui est passé comme une lettre à la poste, qui n'a pas su déceler d'ailleurs la manipulation derrière tout ça. Mais parce que globalement, il y a un manque d'éducation générale à l'image, clairement. Et je pense que le net est naturel et que le flou est culturel. Très bien. C'est pas mal ça. C'est beau ça. Ce sera la petite citation qu'on retiendra. Alors on va rentrer un peu dans l'usage et dans le concret. S'il y a bien un domaine dans lequel cette notion de profondeur de champ est fondamentale, c'est bien la macro. On l'a vu. En macro, on utilise des focales qui sont relativement longues et surtout des distances de mise au point qui sont assez courtes. La profondeur de champ est alors toute petite et il faut donc que la mise au point soit d'une extrême précision pour réussir sa photographie. Je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Ghislain Simard, grand spécialiste de la macro, qui nous parle de son rapport au flou et de ses techniques pour bien maîtriser la profondeur de champ sur ses images. On l'écoute. Depuis pas mal d'années, maintenant je me suis rendu compte que quand on pratique la macro comme moi, il est préférable de ne pas cadrer trop serré sur son sujet, de manière à mettre autant en valeur le milieu dans lequel mes petits sujets évoluent que le sujet lui-même. Mais pour que l'attention du spectateur ne soit pas non plus distraite par des choses que je voudrais pas mettre dans le graphisme de mes images, je travaille souvent avec des grandes ouvertures et je travaille la qualité des flous, c'est ce qu'on appelle le fameux bokeh. En fait, la qualité des flous, elle dépend de deux choses. Elle dépend de caractéristiques techniques de ce qu'on met en œuvre. La distance focale de l'objectif joue évidemment un rôle. Le rapport de reproduction intervient énormément et puis évidemment l'ouverture du diaphragme qu'on utilise rentre en ligne de compte. Donc en fonction des contraintes des sujets que je photographie, mais aussi du rendu que je veux, je choisis un objectif ou un autre, un objectif avec une focale plus ou moins longue et puis une ouverture plus ou moins grande. Je suis un des rares photographes, je pense, à utiliser au quotidien le fameux Nikkor 58 mm f/0.95 pour faire de la macro. Mais en fait, toute la magie finalement d'utilisation d'un objectif comme ça, c'est de travailler finalement les plans qui se trouvent à peu près entre le sujet, le plan net et puis je dirais 15 cm à l'arrière du sujet, mais aussi on l'oublie souvent pour le bokeh, travailler aussi les avant-plans, donc ce qui se trouve finalement entre le sujet et l'appareil, et là aussi les 10-15 cm devant le sujet sont déterminants pour le rendu. Et point que souvent on oublie, qui est vraiment fondamental pour la qualité du bokeh, quelle que soit l'optique qu'on utilise d'ailleurs, c'est de travailler sur la lumière. La qualité de la lumière entre énormément en jeu pour le rendu des zones flow. En fait, ce que les objectifs qui ont un beau bokeh aiment bien, c'est les contre-jours en fait, puisque à partir du moment où on va avoir notamment des choses qui brillent dans l'arrière-plan, qui vont créer ces fameux halos lumineux ronds, ça se marie vraiment très bien.
C'est vrai que je suis pas opticien, donc moi je peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui fait qu'un objectif va avoir des plus beaux flous qu'un autre, mais un objectif comme le Nock Nikkor produit vraiment des effets très sympathiques et très progressifs finalement à partir du moment où l'arrière-plan est éclairé en contre-jour. En tout cas, je pense que en maîtrisant bien le bokeh, on peut mettre le graphisme au centre de la composition de ces images et finalement pour mettre en valeur le sujet principal. Alors on remercie évidemment Ghislain pour son témoignage et je précise d'ailleurs qu'il vient tout juste de signer un nouveau livre, Les secrets de la macro et du gros plan, qui est édité aux éditions Erol. Alors Pascal Sylvain nous parle de l'importance de l'éclairage pour sublimer le bokeh d'une optique. Tu peux nous expliquer un peu ? Oui, en fait, je pense que vous parliez de dynamique sur les capteurs. En fait, on pourrait aussi parler de forme de dynamique sur un objectif, c'est-à-dire que si les contrastes sont... Enfin, en fait, quand on parle d'image, il faut parler de contraste. Quand on parle de lumière, il faut parler de contraste. Parce que y a une donnée qu'on utilisait beaucoup dans les revues photographiques quand on faisait des tests optiques, qu'on appelait la FTM, la fonction de transfert de modulation. Et cette fonction de transfert de modulation, bon, c'est un truc mathématiquement assez compliqué, mais elle dit en substance la chose suivante. Elle dit il est plus facile d'isoler un cheveu blanc sur la tête d'un brun qu'un cheveu blanc sur la tête d'un blond, et à dimension de cheveux identique. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une notion qui est très importante, c'est la notion de contraste. Donc cette notion de contraste, plus on va contraster un élément, plus l'image nous semblera nette. Donc la lumière, alors je ne parle pas d'effets lumineux, mais je parle justement des arrière-plans qui sont avec une densité lumineuse relativement importante, vont nous donner dans le flou du détail. Tu vois ? Et à l'inverse, au contraire, ça va donner quelque chose de très vaporeux. C'est comme ça que je l'expliquerai. C'est la relation liée au contraste. Bon, alors on le voit dans les usages de la profondeur de champ, faire des photos avec une petite profondeur de champ, déjà ça permet de faire ressortir son sujet principal de son environnement. C'est une technique qui est largement utilisée par exemple en photo de sport ou en photo animalière pour faire ressortir l'animal ou l'action du décor. Ça permet aussi de guider d'une certaine façon, le regard du spectateur à l'endroit où on veut sur sa composition. Et en vidéo, alors une déclinaison de tout ça, c'est ce qu'on appelle la bascule de points. Et alors là, je pense à tous les assistants caméra avec des chefs opérateurs qui travaillent avec des très grandes ouvertures et qui doivent gérer manuellement la mise au point avec des repères au sol. Enfin, c'est quelque chose de dingue. Au début du numérique, avec la génération des 5D2, ils jouaient tellement du flou qu'ils inondaient les images de flou qui finissaient par perdre leur sens. Des émissions de Thalassa qui étaient filmées à très grande ouverture et on comprenait plus, on avait du mal à lire l'image en fait, qui était nimbée de flou. Alors ça se maîtrise aussi finalement tout ça. Tu parles justement en cinéma. Bon, alors peut-être que pour comprendre le principe de la mise au point en cinéma, qui rejoint la mise au point en photo et qui rejoint les problèmes de profondeur de champ, il faut peut-être revenir à l'œil encore une fois. Finalement, on a l'impression, quand on regarde autour de nous, que l'œil a une très grande profondeur de champ. En fait, c'est faux. Il suffit simplement de mettre son doigt devant, de se polariser, enfin de fixer son doigt, et on voit bien que devant son œil, on voit bien que tout ce qui est derrière est flou. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons une rapidité d'accommodation qui est très très importante. Il y a des petits muscles qu'on appelle, j'adore le mot, c'est des zonules de Zinn. Et en fait, c'est des fibres qui sont reliées aux muscles ciliaires et puis qui vont modifier la cambrure de notre cristallin. Et ça veut dire simplement que ça va nous permettre de faire la mise au point, exactement comme on fait en déplaçant les lentilles dans un objectif. Mais c'est fait, on a un autofocus qui est certainement l'autofocus le plus performant au monde. Voilà. Et d'ailleurs, on n'y prend pas attention. On n'y prend jamais attention. Rarement, on n'arrive pas à faire le point sur quelque chose, y compris même quand on est très très fatigué, parce que les muscles qui permettent de faire ça sont surdimensionnés par rapport à leur usage. Donc, ça veut dire que finalement, dans l'esprit de beaucoup, l'œil a une très très grande profondeur de champ. Donc, en photographie, on est dans l'image fixe. Mais quand on passe en cinéma,
Quand on passe dans le cinéma et qu'on a besoin justement de faire cette fameuse bascule de points, pourquoi? On l'a fait pour donner du sens à l'image, mais on l'a fait aussi parce que parfois on ne peut pas avoir la profondeur de champ nécessaire. Et là, ça devient quelque chose de très compliqué. Et alors il y a quelque chose qui est assez fantastique dans ce domaine, c'est que justement, tu l'as dit, la personne qui travaille ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle le pointeur, c'est le premier assistant opérateur. Ça devient d'ailleurs, j'en connais un certain nombre, qui me disent qu'avec les capteurs, quand on est en passant au 6K, voire donc avec des définitions au niveau des capteurs très importantes, avec des objectifs encore de très très performants, ça devient quasiment impossible de faire le point à pleine ouverture. C'est quelque chose de très 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 compliqué. Voilà. Donc effectivement, on joue sur cette bascule de points, non seulement pour donner un sens, parce que le flou, il est aussi sémantique. Il est esthétique, mais il est aussi sémantique. Et c'est ce que tu disais, en fait, en donnant l'exemple des animaux, en donnant l'exemple de la photographie de sport, on met en avant un élément qu'on va détacher par rapport au fond. Et ça va créer un sens. L'image, elle est absolument différente. Elle serait fondamentalement différente si, effectivement, tout était net. Donc, le flou, par le biais de l'optique, on a cette particularité-là qui est évidemment différente de la vision où quand je regarde, quel que soit l'endroit où je regarde, ça sera toujours net. Et l'objectif photographique ou l'objectif cinématographique, lui, c'est pas le cas. Donc, on a recours à la profondeur de champ. Quand on n'a pas recours à la profondeur de champ, on réalise donc ces fameuses bascules de points. Alors il y a un effet de style aussi qu'on peut faire avec ça, avec les toutes petites profondeurs de champ qui marchent rudement bien en photo et aussi en vidéo, c'est le fameux effet maquette. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a cette sensation de maquette quand on photographie ou on filme avec une toute petite profondeur de champ des sujets très larges? Alors, en fait, l'effet maquette, on l'obtient souvent en faisant ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si c'est des choses donc, tes auditeurs connaissent bien, ou certains d'entre eux certainement, c'est quand on effectue des bascules. C'est-à-dire des choses, je ne sais pas si vous avez déjà fait une émission sur des... Pas encore, qu'on le fasse en archi avec les optiques à bascule et décentrement. Voilà, donc tu as les optiques à bascule et décentrement, et avant ça, il y avait donc ces fameuses chambres grand format avec lesquelles on pouvait faire ces fameux mouvements. Bon. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On décale simplement le plan de mise au point, c'est-à-dire que le plan de mise au point, il n'est plus parallèle au plan du capteur, mais il peut être légèrement incliné. On a donc une ligne qui est nette. Vous imaginez l'intersection de deux plans, l'intersection de deux plans, c'est une ligne. On a donc une ligne qui est nette par rapport justement à l'ensemble de l'image. Et alors, en fait, tout ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint l'histoire de la culture visuelle. Quand on réalise des images en macro, la personne qui l'a évoqué tout à l'heure l'a très très bien dit, et c'est quelque chose d'assez compliqué techniquement. Mais quand on réalise ces images en macro, on a une très faible profondeur de champ. On est habitué culturellement à voir ça. Mais on est habitué culturellement à voir, si tu veux, la photo d'une mouche, d'une guêpe, je sais pas, d'une fleur, enfin bref, des éléments tout petits comme ça. Mais quand maintenant on photographie des paysages urbains, c'est-à-dire quand on est sur le toit d'un immeuble et qu'on va photographier des éléments avec une ville derrière ou des voitures, etc. Et qu'on réalise cette technique-là, on va créer donc des flous auxquels on n'est pas visuellement habitué, culturellement habitué. C'est ce qui donne cette sensation. Et donc ça donne ce qu'on appelle l'effet de maquette, c'est-à-dire que compte tenu qu'on n'est pas habitué, ce qui veut bien, les personnes, imaginent qu'il s'agisse d'une maquette. Et ce qui est très intéressant, ça veut dire qu'en fait, plus fort que de ce que l'on voit, il y a ce que l'on a mémorisé. Encore une fois, la culture de l'image est très importante. Ce sont des habitudes, simplement des habitudes, c'est qu'on nous a montré toutes les images macro qu'on nous a montrées, mais de façon implicite, que ce soit par le biais de la publicité, dans les bouquins ou autres, ou à la télévision. Mais toutes ces images-là, finalement, on les a fortement enregistrées, et maintenant, quand on les contourne, ça crée alors cet effet qui est assez fantastique. Et d'ailleurs, je voudrais dire un petit mot sur Patrick Messina. Patrick Messina est un ancien étudiant de Blue Lumière. Il est sorti dans les années, je crois qu'il est sorti en 88, si ma mémoire est bonne, et en fait, il a énormément travaillé cette technique. Il travaillait aux Inrock et il faisait ses portraits comme ça. Il faisait les quatrièmes de couverture de Libé, notamment en jouant sur ce flou, alors que certains appellent l'antichem flou. Moi, ça me rappelle des trucs, tout ça. J'aime pas le mot. Alors, je vais donner un mot un peu plus barbare. En fait, tu refais tous les mots, quoi. Ouais. En fait, je refais tout le lexique. Je préfère un flou qui n'est pas dans la continuité sur l'axe. Alors, on va l'appeler flou de
discontinuité axiale. C'est beau, hein? Ah, c'est pas mal. Allez. Bon, alors, on l'a vu, hein, l'un des facteurs principaux pour pouvoir jouer avec cette profondeur de champ, c'est évidemment l'ouverture. Benjamin, on a fait une émission dédiée aux objectifs à très grande ouverture en saison 1 du podcast Faut pas pousser les ISO. C'est d'ailleurs la 2e émission. Est-ce que tu peux, Benjamin, nous citer quelques optiques un peu clés comme ça, qui ont des ultra grandes ouvertures et qui permettent de... Enfin, alors faire mumus, ça revient souvent, mais de jouer, de s'amuser avec la profondeur de champ. Il a de la chance, Ghislain. Il bosse quotidiennement avec le Noct 0,95, qui est quand même une optique assez admirable et d'exception. Enfin, ne serait-ce que la manipuler finalement sur les salons, bon, ce qu'on peut pas trop faire en ce moment, mais dès que vous en aurez la possibilité, chers auditeurs, essayez-la. C'est une expérience assez intéressante, surtout pour filmer d'ailleurs. Bon, c'est sa destination première, donc le Noct, mais ça, c'est pas pour le commun des mortels. Si on parle d'optique lumineuse, de manière générale, il y a des optiques à apodisation. Peut-être que Pascal pourra nous en dire un mot, pour les portraitistes notamment. On en a chez Fuji, on en a chez Canon, Sony en a un aussi. Il y a effectivement beaucoup d'optiques macro sur le marché. Alors chez les hybrides, pas trop encore, mais Sigma fait des optiques macro à f2.8 en monture L et E qui sont excellentes. Canon et Nikon désormais aussi. Finalement, il y a un marché assez large et des optiques à 85 mm, 135 mm à f1.8, f1.4, voire f1.2 pour certains modèles 50 ou 85 mm qui deviennent des optiques lourdes, onéreuses. Donc, il faut quand même un usage assez précis et réfléchi avant d'investir. Et puis après, on peut citer les spécialistes. Et hors concours. Hein, les Lomo, les Petzval, si vous avez déjà joué un petit peu avec les plaques qui sont livrées avec un petit étui d'ailleurs, mais c'est plutôt ludique de jouer avec les lamelles et de simuler des... On peut mettre des petits cœurs dans le flou. On peut faire des beaux bokeh avec ces petits cœurs. Voilà, on y est. Donc voilà, il y a un éventail finalement assez large. Si tu permets, moi je dissocierais les objectifs lumineux, les optiques lumineuses, des objectifs qu'on va appeler soft focus. Les APD là. Voilà, comme ceux dont Comment ça marche ce truc les APD c'est à part, hein, vraiment. Donc les optiques à apodisation, les fameuses. Ouais. Les objectifs très très lumineuses, il faut quand même avoir, parce que en mémoire, que c'est quelque chose de très 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 compliqué à fabriquer, et que c'est grâce justement aux lentilles asphériques, je disais un mot tout à l'heure, qu'on réussit à faire des choses de qualité. Mais des objectifs les défauts qui sont liés à l'ouverture grandissent de façon exponentielle. Donc il suffit d'ouvrir un diaph et on va avoir 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus de défauts selon le diaph auquel on travaille. Et pardon, du coup je t'interromps parce que Fujifilm qui a sorti pour ses hybrides un 50 mm f1, oui, travaillait à l'origine sur un 33 mm f1 et puis ils se sont rendus compte pour des raisons d'ingénierie qu'ils n'arrivaient pas à faire un système suffisamment compact en fait à cette focale. Quasiment impossible. Voilà, ils sont arrivés finalement au 50, ouais. Ça illustre un petit peu les difficultés que tu... Mais dans l'histoire de l'image, il faut parler peut-être cinéma et parler de Stanley Kubrick. Quand Stanley Kubrick a tourné Barry Lyndon, finalement il avait besoin, en fait il voulait tourner à la lueur des bougies. À l'époque, faut imaginer qu'à l'époque quand même une pellicule sensible c'était 100 ISO quoi. Donc dès qu'on voulait monter un peu, on avait des grains qui étaient énormes. Donc il y avait des faux raccords entre, d'un point de vue visuel et d'un point de vue de la texture de l'image, entre les plans qui étaient tournés à l'extérieur et les plans qui étaient tournés à l'intérieur. Donc compte tenu qu'ils pouvaient pas pousser, aujourd'hui une Alexa elle est à 800 ISO et tout à l'heure tu évoquais un boîtier qui tu as dit 200, je sais plus combien de 204 800 ISO l'Alpha 7 IV. Voilà, bon, alors évidemment tu tombes dans le noir quoi. Si ça avait existé à l'époque, besoin d'aller téléphoner à la NASA pour emprunter des optiques. Et donc là, par contre, effectivement, il a vu comme besoin. Fait Stanley. Alors après, il y a eu aussi, ça a été, je pense aussi un gage de savoir-faire des constructeurs. Et puis ils s'en sont fait un petit peu la pub. Je me souviens quand Canon avait sorti l'EOS One, ils avaient sorti un 50 qui ouvrait à 1. Donc c'était pour faire le bundle, quoi. C'était Canon EOS One 51, donc Canon numéro 1. C'était un peu ça leur idée. Leica avait sorti un Noctilux. Le Noctilux, qui était aussi un objectif couvrait à 1. Bon, donc, mais qualitativement, ça n'a rien à voir avec les systèmes qu'on fait aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs même comment on peut tourner en macro avec des 0,95. Parce que déjà, ça donne une profondeur de champ qui est inférieure. Quand on est au rapport 1, ça donne une profondeur de champ qui est de 2 dixièmes de millimètre. Ouais, mais ça monte pas au rapport 1, cette optique. C'est de la proxy photo. Mais donc l'apodisation.
Alors la podisation, en fait, c'est qu'on va jouer sur ce qu'ils appellent le rigging, c'est-à-dire en fait, c'est l'effet de bord. Voilà, ils vont diminuer un peu l'effet de bord. L'effet de bord, c'est quand on passe. Tu appelles ça comment, le higging? Le rigging, comme la sonnette, voilà, c'est Okay. C'est le mot justement, puisque vous avez vu des spécialistes de DxO qu'ils emploient aussi dans leur dans leur soft. C'est un effet de bord qui est assez connu. Hein, c'est quand qu'on passe d'une plage claire à une plage très foncée, du blanc au noir par exemple. En fait, on suréchantillonne un petit peu, donc on crée en fait artificiellement, ça crée une hausse de contraste entre les deux. Donc en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont diminuer ça. Donc la podisation, elle peut être de nature différente, mais souvent, ils travaillent sur les bords de la lentille, ils mettent un traitement qui diffuse, c'est un traitement diffusant, et qui va jouer à la fois sur ce phénomène-là, en modulant un petit peu des aberrations, genre l'aberration sphérique, un petit peu. On peut la graduer directement sur ces optiques-là. Il y a une bague dédiée à la podisation, en fait. Alors, je sais qu'il y a des photographes très très forts qui arrivent en fait avec des poses longues, à fermer le diaph en même temps, et en passant par exemple de 1.4 à 4, du coup ils vont diminuer les rayons de champ et créer un peu cet effet-là. Alors évidemment, ici on parle de l'usage d'un appareil photo ou vidéo, objectif interchangeable, que ce soit un réflexe, un hybride ou une caméra, mais il y a un autre type d'appareil qui exploite beaucoup ces fameux effets de bokeh, ce sont les smartphones. Point d'optique ici, mais bien entendu des algorithmes de simulation numérique qui permettent d'obtenir ce type d'effet tant recherché et apprécié par les utilisateurs, le fameux mode portrait. Nous nous sommes entretenus avec Pierre-Yves Maître de DxOMark qui nous parle de ces fonctions, de leurs performances et de ce qu'elles seront capables d'accomplir dans le futur. On l'écoute. En fait, les smartphones au départ surtout ont été beaucoup limités par le fait qu'ils ont des capteurs beaucoup plus petits que les DSLR. Les plus grands qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu plus petit qu'un RX100 par exemple de Sony. Et donc la profondeur de champ naturelle est bien plus large. Donc on n'a pas naturellement cet effet de flou d'arrière-plan quand on prend un portrait ou une photo de près. Et donc le challenge de tous ces constructeurs de smartphones, ça a été de simuler ça. Alors par plein de méthodes techniques plus ou moins astucieuses, on a vu pas mal de téléphones utiliser la stéréovision avec 2 caméras pour faire un peu comme on fait nous avec nos 2 yeux, avoir la notion de relief et de profondeur grâce aux 2 capteurs. Il y en a qui ont essayé de faire avec des pixels coupés en 2, un peu sur le même principe, mais sur un seul capteur. Et ensuite, il y a toutes les technos qui sont en capteurs de profondeur de champ, comme les lidars, ou ce qu'on appelle les time of flight, dérivés de l'autofocus laser, mais avec un peu plus de pixels. Ce dont ils ont besoin sur les smartphones avec ces outils-là, c'est d'avoir ce qu'on appelle une depth map, donc une carte de profondeur, qui va en fait sur chaque pixel de la photo donner une info de à quelle distance ce point-là se trouve de la caméra. Et ce qui est super clé en fait pour faire cet effet bokeh simulé, c'est la résolution de cette depth map. Donc la résolution en X et Y est super clé pour avoir un effet de segmentation qui est précis. Et la résolution dans l'axe Z, donc savoir exactement à quelle distance on se trouve de la caméra et à quelle finesse on peut connaître cette distance exactement, ça va beaucoup jouer sur l'effet naturel de profondeur et de flou un peu graduel. Donc ça, c'est un peu les challenges qu'ils ont pour faire la photo finale, mais aussi par exemple pour avoir un effet bokeh, même dans l'application en preview, donc en prévisualisation de la photo, mais aussi par exemple avoir ça en vidéo. Et ce qu'on teste aussi dans nos évaluations de bokeh, c'est la qualité du portrait intrinsèque, pas seulement la segmentation, mais ce qu'on va rechercher dans un portrait ou une photo avec du flou d'arrière-plan, c'est aussi d'avoir des super bons détails sur l'objet qu'on a en focus et une bonne expo, des bonnes couleurs. Donc on teste un peu tout ça dans notre évaluation de bokeh. Alors là-dessus, j'ai un peu deux téléphones en tête. Je viens de dire que parmi les tout meilleurs, il y aurait le Huawei P50 Pro. Alors lui, parce que justement, sa carte de profondeur est super bien définie en termes de résolution. Et l'autre téléphone, ce serait plutôt l'iPhone 13 Pro et Pro Max. Alors lui, c'est un peu différent. J'aurais tendance à dire qu'il a des qualités de portrait intrinsèques un peu meilleures, notamment les tons chers et les skin tones et l'expo. Par contre, en résolution de la carte de profondeur, on voit un peu plus d'artefacts que sur le Huawei.
Alors, je pense qu'ils ont encore beaucoup de marge de progression. J'ai envie de dire que pour l'avenir, j'ai un peu 3 points sur les sujets bokeh en smartphone. Il y a la résolution de la carte de profondeur qui va continuer à augmenter, et en plus l'utilisation d'algos d'intelligence artificielle pour améliorer la segmentation, qui va réduire la quantité d'artefacts sur le floutage comparé à un DSLR. Donc là-dessus, le gap va encore se réduire entre DSLR et smartphone. Ce qui va être super intéressant aussi, ça va être de suivre comment les smartphones vont pouvoir proposer ça aussi sur différentes longueurs focales. Pour l'instant, c'est souvent 50 mm, mais est-ce qu'ils vont avoir un 85 mm pour faire du portrait, ou ce mode-là sur des objectifs un peu plus wide angle? Et j'ai envie de dire que le dernier point, ce serait peut-être sur la vidéo, où là, ça demande beaucoup plus de ressources pour processer en direct ces cartes de profondeur et simuler le flou. Mais on voit l'iPhone qui commence à le faire avec le Cinematic Mode seulement en 1080p, donc pas dans la plus haute résolution, pas en 4K, mais là-dessus, pour avoir des effets en vidéo de profondeur de champ qui changent, d'isolement du sujet et de choisir un des deux sujets, je pense qu'on peut voir des choses super sympas dans les prochaines années sur les smartphones. Ouais. C'est impressionnant, hein, tout ça. Hein. L'industrie du smartphone, elle pousse quand même très très fort sur tous ces sujets-là. L'une des solutions, hein, peut-être dans, je sais pas, 5, 10, 20 ans ou 30 ans, ça sera peut-être réussir à capturer une image parfaitement nette avec une profondeur de champ absolue et de générer ce fameux flou en post-production. Pascal, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces modes de simulation ? Je suis assez admiratif quand j'entends ça, hein, parce que je me dis que je suis plus à la fin de ma carrière qu'au début. Et je me dis quelque part heureusement, parce que si j'avais 25 ans et que j'étais prof d'optique, je m'inquiéterais pour mon boulot, ou alors je me dirais, bon, je vais faire en fait de l'histoire de l'optique dans 30 ans, parce que y a peut-être des chances que dans une trentaine d'années, quand on voit la rapidité et la complexité et le savoir-faire indéniable, hein, de ce que font donc tous ces ingénieurs dans les domaines de traitement d'images et dans l'analyse d'images intrinsèques, il y aura peut-être plus qu'une lentille dans les optiques. Et donc des optiques, et on tournera en fait. On retournerait comme disait Fournier, parce qu'il finalement faisait une image avec un doublet simplement. Et bon, sauf que derrière, il y aura toute cette analyse. C'est beau scientifiquement, et en même temps, c'est flippant en même temps. Ça fait flipper. Ça fait flipper le prof d'optique que je suis, quoi. Et d'autant plus parce que c'est très intuitif. C'est-à-dire que tout ce qu'a décrit, toutes les coulisses et tout ce qui est en arrière-plan qu'a décrit Pierre-Yves, assez remarquablement d'ailleurs, c'est assez concis. Finalement, c'est à la portée de tous. Aujourd'hui, moi, j'ai mis la main sur un Pixel 6 là, de Google récemment. Leur récent smartphone, donc Pixel 6, Pixel 6 Pro. Franchement, la facilité avec laquelle on arrive à ne serait-ce que supprimer désormais des éléments qu'on ne souhaite pas avoir sur une image, c'est vraiment flippant, hein, pour le coup. Là... Alors, il y avait un appareil qui un peu anticipait cette philosophie. Le Panoptique, le Litro. Le Litro, où on faisait la mise au point après la prise de vue. C'était complètement dingue aussi, ce truc-là. C'était ça, c'était l'interprétation d'une ZMap, quoi. Et sur les Lumix, c'était le post-focus. Bon, mais c'est une solution logicielle sur le boîtier qui permet de faire la mise au point a posteriori aussi. Alors est-ce que, Pascal, tu peux nous parler du coup un peu de ton Flounétoscope, cette machine qui a pour but de permettre aux opérateurs, c'est ça, de simuler le rendu du flou qu'ils vont avoir, si j'ai bien compris ? Oh non, c'est en fait d'avoir une idée, enfin c'est pas simuler, c'est devoir faire une mesure. D'accord. Voilà. Tu mesures le flou ? En fait, je mesure la transition entre le flou et le net. Bon, sous la forme de courbe, hein, je simule en fait un objet qui se déplacerait depuis l'infini jusqu'à la distance minimum de mise au point. Et puis on a une analyse de la tâche. Et on fait une analyse de la tâche image. Et là, il suffit de comparer par exemple des objectifs de marques différentes pour se rendre compte que justement la profondeur, enfin le passage du flou au net n'est pas le même. Il n'y a pas eu beaucoup de livres d'optique en français.
Mais Pierre-Marie Granger avait écrit dans les années 70, je crois, un bouquin qui s'appelait Isuro. Alors, mais la Bible ultime, je l'ai encore, je la garde précieusement. Alors tu sais que tu peux la garder parce qu'elle coûte très très cher. En fait, on la trouve plus. Maintenant, je crois qu'on est aux alentours de 300 balles. Mais quoi qu'il en soit, il avait cette phrase que je trouvais. Alors bon, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu contestables dans son bouquin, mais il a vu le mérite d'exister. Mais surtout, ce que d'un point de vue théorique, j'entends. Mais par contre, d'un point de vue pratique, c'est une mine d'informations. Il avait dit cette phrase géniale: la profondeur de champ n'est pas une guillotine. C'est quand tu calcules ta profondeur de champ, ben t'es net. Après, enfin, si on prend depuis l'objectif, on est flou. Après, on est net. Et après, de nouveau, on est flou. Bon, simplement, c'est pas ce qu'on appellerait un signal carré. Tu vois, si on voulait l'exprimer mathématiquement, c'est pas un signal carré, c'est pas, on passe directement du net au flou, ou du flou au net. Il y a une zone de transition. Et c'est cette zone de transition qui fait bien justement la caractéristique des optiques très différentes, qui donne justement cette patte à l'optique. Et selon ce principe, alors, que valent les simulations de bokeh des smartphones face à une optique traditionnelle comme le Noct dont on a parlé tout à l'heure? Très honnêtement, je pense que ça équivaut. Je suis pas spécialiste des smartphones, je pense que ça équivaut, mais à titre personnel, j'ai quand même fait, quand même pas mal d'images, et j'ai vu entre les boîtiers et même mes propres smartphones, quand on voit aujourd'hui, pour ne citer que les plus grands, les marques, les Huawei ou par exemple l'iPhone, quand on voit la qualité résultante de ces images, c'est assez impressionnant, tant au niveau optique, qu'au niveau justement de la profondeur de champ et qu'au niveau dynamique. J'ai eu la chance d'aller dans un concert un peu avant le confinement et filmer avec mon smartphone, et j'ai été étonné de la dynamique en me disant, mais bon, toi qui as 2-3 connaissances photo, si tu avais à mesurer la lumière, mais jamais j'aurais été capable de faire la même chose, tellement c'est complexe. Voilà, et finalement les algorithmes le font. Bon, de toute façon, je pense que Pascal, on va te retrouver dans 2-3 ans installé pépère à Seattle, en train de bosser pour Google et leur vendre des algorithmes de transition net flou net. Non, j'en ai pas les compétences. On aura un contact au moins, Pascal, pour avoir des contacts chez Google en ingénierie. Non, c'est un autre métier. Moi, je suis très attaché à l'optique, voilà. Donc, je pense que ça restera, très honnêtement, il faudrait peut-être qu'on en prenne plus de temps à un moment donné pour en reparler, mais je pense que ça restera une niche dans le domaine de la haute gamme professionnelle et dans le domaine professionnel, enfin haute gamme professionnelle et peut-être des amateurs pour se faire plaisir, comme aujourd'hui on parle de techniques alternatives ou de procédés alternatifs. Mais j'imagine que je vois pas comment dans 30 ans on continuera à fabriquer, on aura les mêmes gammes d'optiques. Alors peut-être qu'elles auront beaucoup évolué, on aura des optiques beaucoup moins encombrantes, qui ouvriront à 1 et qui auront des plages de focale entre 10 et 1000. Pourquoi pas? Et puis tout le reste sera corrigé algorithmiquement ou numériquement. Et franchement, je pense qu'on prend le chemin. L'avenir nous le dira. Bon, pour terminer, je vous propose de prendre un peu le contre-pied de ce bokeh et de ces notions de profondeur de champ, de petite profondeur de champ. Ça veut dire que tu vas nous parler de l'hyperfocale ? On va en parler de l'hyperfocale, mais avant de parler de l'hyperfocale, j'aimerais qu'on parle du focus stacking, qui est une technique qu'on met en œuvre quand on souhaite justement avoir une très 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 grande profondeur de champ. Je vous propose d'écouter l'auteur et journaliste Volker Gilbert qui nous parle de cette fameuse technique qu'il maîtrise particulièrement bien. On l'écoute. Alors oui, effectivement, le focus stacking, c'est encore un terme anglais qu'il faut peut-être préciser un peu. Bon, focus stacking, donc on a deux parties en fait. On a la partie focus en fait qui correspond donc à la mise au point, et le stacking qui n'est rien d'autre que l'empilement. Il s'agit donc d'une technique qui repose sur la superposition d'une série d'images prises avec différents réglages de mise au point. Qui sert notamment à maximiser la profondeur de champ ou au moins faire en sorte que cette profondeur de champ couvre le sujet principal. On pourra utiliser cette technique bien sûr pour tous les sujets, mais en fait il faudrait vraiment la limiter en fait à des sujets qui ne bougent pas
Donc, je pense notamment à la macrophotographie et le paysage, en fait, que je pratique personnellement aussi avec ces deux techniques-là. Alors, effectivement, il y a toute une procédure à faire. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on désactive, bien sûr, la mise au point automatique. On passe en mode manuel et on va déjà faire un peu un test, en fait. On parcourt le range de distance, en fait, du premier point net du sujet jusqu'au dernier point. Donc, on parcourt la profondeur du sujet et on va regarder en fait combien de photos il faudrait. Ça dépend aussi de l'ouverture choisie. Et là, je ne choisirai jamais la pleine ouverture pour la toute simple raison que la pleine ouverture, effectivement, elle cumule aussi tout un tas de défauts optiques. Donc, on va plutôt utiliser une ouverture moyenne, donc autour de 5, 6 ou 8. Tout en évitant de fermer davantage parce qu'au-delà, en fait, on va avoir la diffraction. Donc, effectivement, on aura une perte de netteté due au fait que les rayons de lumière se cognent effectivement au bord du diaphragme. Bien sûr, il faut aussi garder en fait l'exposition constante. Donc là, on part sur une même ouverture et bien sûr sur un même temps d'exposition pour l'ensemble des images. Le nombre de photos et la distance en millimètres en fait qui sépare chaque prise de vue ou chaque image d'une série de prises de vue dépend effectivement de plusieurs facteurs, notamment en fait de la focale utilisée, de l'ouverture utilisée et du rapport de grossissement. Donc effectivement, il est très difficile de prévoir justement le nombre d'images, mais généralement, on table quand même sur une vingtaine de photos, voire plus. Alors en post-production, en fait, il y a deux possibilités. Soit on passe par des logiciels spécialisés, donc il y a effectivement Helicon Focus par exemple, Zrin, Stacker, il y a Combine, ZP. En fait, il y a à la fois des logiciels en fait payants ou gratuits. Ou alors on passe à des éditeurs d'images, donc je pense notamment à Photoshop et Affinity Photo, en fait qui ont des modes justement permettant de superposer des images en fait sur plusieurs calques et après prendre en fait les parties les plus nettes de chaque image et masquer les autres. Donc du coup on obtient en fait une image qui combine ces parties-là, donc ces parties nettes, et qui rassemble en fait toutes les parties nettes dans une image qui montre une profondeur de champ maximale. Pascal, le focus stacking, ça existe depuis quand ? Moi, je remonte à Louis Lumière, en fait, avec la photostérosynthèse, quelque part. C'est ce que je l'ai cité tout à l'heure, sans savoir qu'on allait en reparler. Là. La photostérosynthèse, c'était comment reproduire un volume dans l'espace. En fait, avoir du relief sur un volume. Donc, il faisait une première photo. Alors, il faisait que des portraits. Enfin, bon, ça a été un prototype, hein, il en a pas fait beaucoup. Une étudiante de Louis Lumière vient de reconstituer le procédé, là, dans le cadre de son mémoire de recherche. C'était très intéressant. Et en fait, on fait une mise au point après sur le nez, après sur les yeux, après sur les tempes, etc., sur les oreilles. Et donc, alors, la difficulté pour lui à l'époque, c'était justement d'obtenir des images où il y avait que des traces sans profondeur de champ. Après, il empilait. Alors, c'était fait en inversible, hein, et donc, ensuite, il empilait à une bonne distance ces différentes images en ayant bien sûr pris soin d'avoir des expositions adaptées, et puis en mettant une lampe derrière, en éclairant, eh bien on avait l'impression de voir un volume reconstitué. Voilà. Donc finalement c'est l'héritage de cette technique-là. On peut remonter peut-être un peu il y a certains textes quand on a commencé à décrier l'objectif aux alentours de 1860 parce qu'il était trop défini. Certains photographes avaient l'idée de décaler très légèrement la mise au point. Justement pour casser un peu la netteté de l'image. Donc c'est finalement on rejoint le flou un petit peu et puis le net. Hein. Donc tout ça c'est voilà. Donc cette technique, on veut casser le flou du coup. Enfin, là on cherche la netteté. Là au contraire, là tu vas chercher à augmenter considérablement en macro, en nature morte quand on veut. Mais à mon avis ça n'a d'intérêt. C'est pas une technique que je connais plus particulièrement que ça, mais ça n'a quand même d'intérêt que sur de la macro, voilà. C'est-à-dire surtout sur des objets où la profondeur de champ est relativement faible. Et d'ailleurs, c'était une revue qui s'appelait Image Expert à l'époque. On m'avait demandé d'écrire un article sur la photostéréosynthèse. J'ignorais, je savais même pas du tout ce que c'était. Hein, il y a un peu plus de 30 ans de ça. Et en fait, on m'avait demandé d'écrire cet article parce que un chercheur avec un microscope optique, il avait trouvé une technique au moyen des softs qui existaient à l'époque.
qui était assez révolutionnaire, en fait, en faisant différentes mises au point et reconstituant comme ça en volume la bactérie ou l'élément qu'il était en train d'examiner. Alors il y a une autre technique qui permet aussi d'avoir une très grande profondeur de champ et de se simplifier la vie au niveau du réglage de la mise au point, c'est cette fameuse hyperfocale. Pascal, comment on fait pour se mettre sur l'hyperfocale ? On essaye. On essaye parce que c'est jamais... On prend son petit précis à chaque fois avec soi. C'est jamais gagné. Son petit tableau. Oui. Alors bon, tu as une formule qui permet de l'obtenir. On va pas la donner. Oh non, ça va faire peur à tout le monde. Ça va faire peur à tout le monde. Elle est simple en plus. Elle est très simple. Il y a des applis. Il faut être moderne. Il y a des applis. D'avoir une appli aujourd'hui, on n'utilise plus de formule. On a des applis qui permettent. Mais c'est pour avoir une hyperfocale avec un 50 mm par exemple à 8, on a une hyperfocale à 25 mètres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une hyperfocale à 25 mètres à 8, tu es avec tu as une zone de profondeur de champ. Alors je crois que c'est à 4. Je calcule, ça doit être à 4, je crois. Une zone de profondeur de champ qui varie de la moitié de qui va de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini. Voilà, 12,50 m jusqu'à l'infini. Tout ce qui est à plus de 12 mètres sera net. Et donc, alors tout ce qui est à partir de 12 mètres, ça sera net. Alors, c'est par contre la distance hyperfocale, c'est la zone de profondeur de champ qui est la plus grande. On ne peut pas avoir plus. C'est la profondeur de champ maximale. Mais bon, ça paraît sur le papier, c'est super. Bon, maintenant, quand on se rend compte qu'il faut énormément diaphragmer. Plus la focale augmente, donc si on a une hyperfocale à 30 mètres, il n'y a aucun intérêt parce qu'on est net de 15 mètres jusqu'à l'infini. Donc, il faut prendre plutôt des focales plutôt courtes. Énormément diaphragmer, ce qui n'est pas très bon d'un point de vue optique parce qu'on fait monter de la diffraction. Mais bon, il faut quand même... Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'à une époque où on avait des objectifs très diaphragmés parce qu'on avait surtout des plans films qui étaient beaucoup plus grands. Et je veux faire référence à Ansel Adams, par exemple, et à tout le courant des F64. Donc, les optiques étaient fermées à 64. Et là, on avait donc cette très, très, très grande profondeur de champ. On met un terme à cette discussion et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le professeur Pascal Martin pour parler du bokeh, de la profondeur de champ. Pascal, on a discuté pendant plus de 30 minutes. Si on devait essayer de résumer et de synthétiser ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce que ce serait ? On commencerait par dire que la profondeur de champ, elle naît d'une somme de défauts. Bon, tout le système qui concourt à fabriquer l'image à l'observer. Mais grâce à cette somme de défauts, ça nous permet d'avoir une mise au point, une zone de netteté étendue de part et d'autre du plan de mise au point, qu'elle dépend du diaphragme, de l'ouverture, qu'elle dépend de la distance focale et qu'elle dépend de la distance de mise au point. Ça, c'est la première chose qu'on pourrait résumer par rapport à ces grandeurs. Mais qu'en même temps, la profondeur de champ, c'est effectivement un élément technique qui sert une dimension esthétique à l'image et qui sert aussi une dimension sémantique à l'image. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre de donner du sens. Voilà. Donc, selon effectivement le lieu où on va faire la mise au point, selon que la profondeur de champ va être petite ou grande, on va obtenir des effets qui seront différents et ça donnera un sens qui est différent à l'image. Et d'un point de vue lexical, oui. Il y a eu plusieurs petites punchlines là au cours du débat, donc il y a certains mots que tu substitues. Donc, plutôt que de parler de bokeh, toi, tu préfères parler de... Alors, bon, le bokeh, pour moi, c'est l'esthétique du flou. On va le laisser quand même, celui-là. Mais le mot, il y en a un vraiment que je tiens, enfin, j'aime beaucoup, parce que c'est le passage du flou au net, c'est le flou net de profondeur. Un néologisme en un seul mot. Parce que c'est justement, selon les optiques, selon les réglages que l'on fait, selon les capteurs, ce flou net de profondeur montre que la zone de transition entre le net et le flou, elle n'est pas la même d'un système à l'autre. Et c'est peut-être ça encore ce qui reste aujourd'hui par rapport au numérique, justement. Où, le numérique, on sait qu'on peut reconstituer beaucoup de choses, mais cette petite partie-là, cette zone de transition, pour le moment, le numérique, je ne pense pas qu'il soit encore capable de le faire complètement. Est-ce que, Pascal, tu peux rappeler quels sont les 3 paramètres sur lesquels un photographe ou un vidéaste peut jouer pour moduler cette profondeur de champ ? On vient de le dire, mais on va les rappeler tranquillement, à savoir donc la distance de mise au point. Quand cette distance de mise au point augmente, la profondeur de champ diminue. Donc à chaque fois, il faut prendre la réciproque de la phrase. Ça veut dire que quand elle diminue, la profondeur de champ augmente.
le diaphragme. Quand on ferme le diaphragme, on augmente la profondeur de champ. Donc quand on l'ouvre, quand on a des objectifs très ouverts, on a parlé des objectifs de type Noctil, Lux Noctil, etc. Donc là, on a une profondeur de champ qui est très faible. Et enfin, pour terminer, la distance focale. Lorsque la distance focale augmente, eh bien la profondeur de champ diminue, par exemple. Et inversement, ou en grand angle, on a toujours beaucoup de profondeur de champ. Et dès qu'on a affaire à dès qu'on a des téléobjectifs, on a effectivement donc une profondeur de champ qui est beaucoup plus réduite. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, toutes ces images avec des animaux, filmés dans la brousse, ou photographiés dans la brousse, ou des portraits avec des focales un peu longues, donnent justement cette profondeur de champ qui est relativement faible. Quels objectifs il faut choisir pour obtenir les plus beaux effets de bokeh possibles ? Je ne saurais pas répondre à cette question. Après, si on veut vraiment, des bokeh un peu contrôlés, un peu exagérés, il faut aller chercher justement tous ces objectifs dits soft focus. C'est-à-dire des objectifs qui artificiellement vont créer ces défauts-là. Je pense au Lens Baby, qui est un objectif qui va combiner. On les a pas cités. On l'a pas cité, mais c'est un objectif qui arrive en France dans un film de Snabel qui s'appelle Le Scaphandre et le Papillon. Et pour montrer justement, c'est un superbe film, mais extraordinaire. Ouais, très très dur. Et en fait, pour au moment où Jean-Dominique Bauby sort du coma, donc le réalisateur Snabel avait demandé à son cadreur Berthaud, il a dit, il faut que tu trouves un truc avec une lentille cassée pour donner un peu une impression d'une vision trouble. Et il avait trouvé ce fameux Lens Baby, qui est un objectif fabriqué aux États-Unis. Donc c'est quelque chose où ça conjugue à la fois des défauts et ça conjugue en même temps l'effet maquette dont on a parlé tout à l'heure. Après, il y a toute la série. On a parlé de l'apodisation. Voilà, l'apodisation. Ça va créer, mais. Après, l'apodisation, il y en a aussi qui vont dire tu peux mettre un filtre devant, et tu vas aussi avoir cet effet-là. Harcourt modulait certainement le net, mais modulait aussi le flou. Quand on module l'un, on module l'autre. Et enfin, pour terminer, est-ce que les simulations de bokeh algorithmiques qu'on retrouve sur les smartphones sont convaincantes ? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est très convaincant. Parce que en fait les personnes qui travaillent dans ces domaines sont des personnes très compétentes dans le domaine du traitement des images, et en fait ils ont fait des analyses pour comprendre comment fonctionnaient les bokeh. Ils ont fait des analyses très très poussées sur les objectifs. À partir de là, par le biais de tout un tas d'outils mathématiques, dont un qu'on utilise beaucoup par rapport à ça qu'on appelle la transformée de Fourier, eh bien en fait ils sont capables de reconstituer un certain nombre de bokeh. Je disais tout à l'heure, c'est peut-être le flou, le passage du flou au net qui est peut-être encore quelque chose qui est peut-être. C'est là où tu vas intervenir. C'est là où voilà, c'est mon credo ça. C'est mon credo. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces explications. Merci. Il est temps désormais de passer à la dernière partie de cette émission. Je vous propose que l'on commence le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qui nous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de l'émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et Pascal, tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu compris la consigne ? J'ai compris. Demander à un prof de faire court, c'est... Avec un T à la fin, c'est difficile. On va essayer. Alors, je vais commencer par une question qui nous vient de BSA 13 et qui se demande quelles sont les différences de rendu de bokeh entre un capteur 24-36 mm et un capteur moyen format. Le moyen format va donner un bokeh beaucoup plus important, les taches floues vont être beaucoup plus importantes parce que la profondeur de champ va être plus faible. Donc l'effet sera beaucoup plus marqué. Et, certainement, on définira davantage les formes circulaires. Bah écoute, tu t'en es super bien sorti. Merci. Tu peux compléter très vite. Est-ce que d'ailleurs il y a des adjectifs qu'on peut adjoindre au bokeh ? On entend partout des crémeux, des veloutés, des tourbillons, etc. Qu'est-ce que t'en penses ? Le bokeh tourbillon. Ouais. On va mettre un peu d'érotisme, on va dire vaporeux. Ouais, voilà. On fantasme beaucoup sur le bokeh en fait. Deuxième question plus existentielle qui nous vient du petit barbu. N'est-il pas mieux d'avoir une grande zone de net plutôt que plein de flou ?
Ah, ça c'est un problème culturel, difficile de répondre, ça dépend ce qu'on veut faire. Bon, ce sont deux... L'image, elle nécessite pour moi d'avoir à la fois du net, d'avoir du flou. C'est une question un petit peu difficile à répondre, c'est un problème de choix. Je ne peux pas, j'en dirais pas plus que ça dépend ce qu'on veut faire. Il est clair que si on veut donner le maximum d'informations et qu'on veut donner une grande spatialisation, il faut une profondeur de champ relativement importante. Si au contraire on veut isoler, il faut une profondeur de champ très faible. Et pour toi, il faut forcément du net sur une image alors? Alors, le tout flou est quand même un peu compliqué, quoi. Hein, le tout flou. Alors moi j'adore le tout flou. J'en ai fait beaucoup. Il y a de grands photographes comme D'Agata, voilà, qui en font leur. Et bon après ça dépend. Mais là on va on va reprendre la notion de flou artistique. C'est ça. Voilà, est-ce que tout le monde va la comprendre? La boucle est bouclée. Voilà. Pour la dernière question, là, je pose une voix grave parce que c'est le sujet qui nous pose problème en ce moment. Benjamin, on a fait une émission il y a 2 semaines avec Renaud Labracherie, journaliste, rédacteur en chef adjoint des numériques, et Hervé Makusinski de DxOMark, où on a parlé des capteurs et on a évoqué un sujet très touchy. Et moi, du coup, je ne sais plus quoi penser, notamment sur ce fameux facteur de conversion sur les optiques micro 4 tiers relative à l'ouverture. On repositionne le contexte, je vous fais écouter l'extrait de l'émission, je crois. Ouais. Mais ça, c'est le débat infini. Est-ce qu'il faut, entre guillemets, appliquer un coefficient d'adaptation quand on travaille en micro 4 tiers? Il faudrait. Normalement, une ouverture, c'est vraiment un diamètre, si tu veux. Donc, c'est à peu près certain que les ouvertures sur micro 4 tiers sont... alors, si elles sont compatibles, a priori ça va marcher, mais à tous les coups, pour moi elles sont plus petites en fait. Donc en fait un équivalent 1.2, on peut pas dire un 2 micro 4 tiers c'est pas un 2 full frame, attention. Donc ça donne l'impression un peu fausse d'avoir... Et donc la petite règle c'est quoi alors? Je pense qu'il y a 1 ou 2 stops d'écart, de toute façon c'est x2. Donc, moi x2. Entre 1 et 2, il y a une grande différence. C'est pour ça que je te parlais du 1.8, c'est-à-dire tu pars de 1.2, il faut comparer à du 1.8 et du coup... Du coup ta profondeur de champ tu la retrouves tout de suite. Exactement. Donc, mais bon, c'est à creuser. Ceci m'amène donc à la question de Rofoto 64. Le facteur de conversion de 2 fois du micro 4 tiers ne s'applique pas à l'ouverture de l'objectif. Vrai ou faux? Moi je pense que c'est vrai. Je ne l'appliquerai pas. Parce qu'en fait, ça nous donne directement l'ouverture tient compte de la distance focale. Donc par rapport à une focale normale sur un capteur. Quand on parle d'un capteur, sa focale, elle est fonction de sa taille. Donc à partir du moment où on va donner une ouverture, c'est son diamètre de pupille d'entrée, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous le diamètre de la pupille d'entrée qui va changer. Pour moi, je n'utiliserai pas de facteur. Mais l'effet évidemment sera différent parce que encore une fois, la focale est différente. Un 51.2 24-36 équivaut à un 25.1.2 micro 4 tiers. Pour l'ouverture. Pour l'ouverture. Je parle de l'ouverture. Pour le rendu. On a plus de profondeur de champ avec un capteur qui est plus petit, oui, parce qu'évidemment, par rapport à la focale normale, de base est plus petite. C'est tout. Ouais. Voilà. Mais par contre, si vous me parlez de l'ouverture, c'est la même chose. Oui, mais c'est 2 choses différentes. Nous, dans l'émission, on parlait du rendu de profondeur de champ. Alors, le rendu de profondeur de champ, je ne sais pas si c'est linéaire avec un facteur 2 comme ça. Mais en tout cas, il est clair que de toute façon, si tu as un capteur qui est plus petit, tu as évidemment une profondeur de champ qui est plus grande. Merci beaucoup, Pascal. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Pascal, merci. C'était un plaisir de t'avoir avec nous à ces micros. Le plaisir était vraiment partagé. Quelle est l'actualité pour toi en ce moment ? Alors en ce moment, j'essaie de travailler sur des optiques, c'est plutôt cinéma, là. On a fait des tests, beaucoup de tests avec l'AFC, l'Association française des chefs opérateurs. On a comparé, donc il y a tout un tas de tests sur le Super 35 et sur le full frame. Ces tests ont été en même temps réalisés avec des mesures DxO et des tests optiques, mais en même temps des images. Donc de toute façon, pour moi, un objectif, je le dis, au bout de 35 ans à Louis Lumière, un objectif, ça sert avant tout à faire des images. Donc j'essaie de corréler les tests que l'on a pu faire et voir la signification exacte en termes de rendu sur une image. Parce que parfois, les courbes nous font dire quelque chose, nous donnent un sentiment de qualitatif sur une optique, et quand on regarde les images résultantes, c'est pas le sentiment qu'on peut avoir.
Merci beaucoup Pascal, et si vous avez envie de suivre le savoir et les cours de Pascal, je vous invite à tenter votre chance au concours de l'École nationale supérieure Louis Lumière. Et une petite mise à jour de la fameuse Bible optique dont vous avez parlé tous les deux là. Ça ouais, ce serait bien, ça serait bien pour les gens comme moi qui l'ont pas lu. Maintenant, vous faites tout justement en numérique. Cette émission remplace. On n'en a pas besoin. Benjamin, quelle est l'actualité du monde de la photo cette semaine ? Eh bien, nous, on sort notre traditionnel guide matos. Donc, vous pourrez avoir notamment une prise en main du Sony Alpha 7 IV dont on a parlé, et puis divers articles. Du 135 mm 1.8 ? Théorique. Non, celui-là, il est sorti il y a déjà un moment. Hein. Ça fait un petit moment qu'il est sur le marché. Donc, vous pourrez retrouver ça, puis des articles théoriques avec notre cher confrère Bruno Labarbère autour du marché de l'argentique, du marché de l'occasion aussi. Et puis, on revient sur le 24-36, qui n'est pas le sacro-saint. On le dit souvent à ces micros. La semaine prochaine, nous vous proposerons la première émission au coin du feu de la saison 3. Nous aurons le plaisir de recevoir à nos micros le réalisateur Sébastien Deveau, qui nous parlera de son parcours, de son travail et de sa vision pour les années à venir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.